Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami, la passion du comédien présente, Cédric, pour les intimes. Comment vas-tu, cher ami? Eh bien, Cédric va bien. Puis je suis ravi de t'avoir pour la première fois sur la chaîne en fait, hein, et oui. Mais oui, je suis super ravi aussi. Je suis ravi du sujet. Je suis ravi que tu aies pensé à moi. Et ça fait longtemps que nous sommes en communication. Et du coup, c'est un petit peu un projet qui prend vie aujourd'hui. Et nous Espérons que sommes... ça ne soit pas le seul. Ah bah Et non. c'est un plaisir. Ah non, ça ne sera pas le seul. Et on aurait pu commencer par parler d'un film avec ou de Clint Eastwood, mais non. On a choisi un petit contre-pied, mais en même temps c'est un peu dans l'actualité, hein, puisqu'on va causer du roman d'Elvis, ou Elvis, hein, pour le titre Ouais. original, qui est un film, ou plutôt un téléfilm, de John Carpenter, qui raconte la vie d'Elvis, puisque dans quelques jours maintenant va sortir au cinéma le Elvis de Baz Luhrmann qu'on attend avec impatience, avec crainte, on ne sait pas trop à voir. En tout cas, ça s'annonce épique vu les bandes annonces. Et ici, ce John Carpenter est donc sorti à la télé. Après, il y a eu quelques diffusions en salle aussi, notamment en France. Et au casting dans le Oui. rôle d'Elvis, quand même, alors là, c'est une grande histoire. Nous avons Kurt Russell, c'est la rencontre entre Kurt Russell et John Carpenter. Un Kurt Russell qui avait lui-même rencontré Elvis Presley dans un film, dans le film Blonde, brune et rousse, où il avait joué un jeune de 12 ans qui donnait un coup de pied à la cheville de Elvis Presley. Donc c'est assez incroyable le destin. Et puis bah, après, Kurt Russell qui refera une sorte de sosie d'Elvis, je crois, dans Destination Graceland. Voilà. On peut citer d'autres acteurs quand même de ce biopic, même si c'est très centré sur Elvis et Kurt Russell. On a Shelley Winters, qui a connu Elvis Presley, qui joue sa mère. On a Bing Russell, qui est le père de Kurt Russell et qui joue le père d'Elvis, comme quoi c'est facile. Et citons aussi la présence assez brève, hein, finalement, je pensais qu'il serait plus mis en avant, de Pat Hingle, qui joue le colonel Parker, l'impresario, le mentor un peu d'Elvis. Voilà. Mais donc, pour un biopic qui retrace pas forcément toute la vie de Elvis, ou plus ou moins, c'est entre ses débuts, son enfance même, et 1970. Et son retour à Las Vegas après des années de pause pour conquérir un public qui jusqu'ici lui résistait. Et en mode flashback, alors qu'il va monter sur scène, on voit Elvis se remémorer son enfance, ses premières années, premiers succès, son passage en Allemagne alors qu'il faisait l'armée, puis ses doutes aussi, puis ses amours, notamment avec Priscilla, qui est jouée par Season Hubley d'ailleurs. Voilà, je me demande si d'ailleurs il s'est pas mis en couple avec Season Hubley aussi, Kurt Russell. Enfin, c'est un film totalement entre privé et fiction. Et alors, première Assez chose que méta, je... comme on dirait Ah, aujourd'hui. c'est hyper méta. Ouais. Et première chose que je te demande, un petit peu comme d'habitude, c'est quel est ton lien avec ce film et l'apprécies-tu surtout, que ce soit par rapport à la vie d'Elvis Presley ou au cinéma de John Carpenter. Alors, tout dépend de la position où je me place. C'est-à-dire que moi, Elvis Presley, c'est la star, l'image la plus collée à mon enfance, parce que avant que je ne découvre le cinéma à l'âge de 8 ans, j'ai accroché le cinéma à cet âge-là. J'ai accroché au cinéma, pardon. Donc ma maman était hyper fan d'Elvis. Et donc du coup, l'image traînait un peu partout quand un film, parce qu'à l'époque, on passait souvent en télé des films d'Elvis. Quand on célébrait l'anniversaire de sa mort, toutes les chaînes à l'époque diffusaient au moins un film en première partie de soirée, tout ça. Donc, ma mère avait la collection complète des films, des concerts, le concert de 69, tout ça. Donc, Elvis est très ancré dans mon esprit avant même que je sache que c'était le King. C'est-à-dire que c'était déjà une image très impressionnante pour moi. Donc voilà, ça c'est un peu pour cadrer, pour Hmm. centrer un peu mes origines artistiques, culturelles. Et donc, en fait, quand j'ai un jour vu ma mère regarder un biopic d'Elvis, et c'était Elvis and Me, avec Dale Midkiff et Susan Walters, Hmm. voilà, qui se concentre plus sur le privé d'Elvis Presley. Il n'y a pas, je crois, mis à part pour habiller une scène non parlée, on mettait une musique d'Elvis, mais je crois que c'était vraiment pas un biopic musical. Et là, je tombe, donc quelques années plus tard, j'apprends, donc je découvre Kurt Russell qui m'a fait une forte impression avec le cinéma de Carpenter déjà, et j'apprends par un ami de la famille qu'il a joué Elvis au cinéma.
ça c'est pas possible, Mm. ça il me le faut. Il me prête à l'époque la VHS. Donc c'était un téléfilm en 2 parties et donc il avait tout mis sur la VHS, suivi d'un navet odieux. Donc souviens-toi, hein, les VHS faisaient 4 heures. Oui. Euh, et donc il y avait le biopic de 2h30, donc il restait encore de la place pour 1h30. Là je parle une autre langue pour la nouvelle génération. Et donc c'était une bouse infâme, un navet insipide, incolore, absurde, Aram Scarum, un des plus mauvais films d'Elvis Presley. Et voilà, j'ai décidé d'enchaîner. Et donc je découvre le roman d'Elvis. Et ben voilà, donc là je me suis positionné. Euh, En tant qu'objet cinématographique, c'est un, un film moyen, mais un très bon téléfilm. Oui. Et quand on compare avec les autres biopics sur Elvis, pour moi il est un cran au-dessus. Sans être un chef-d'œuvre, il est respectueux déjà de l'image du King. Donc on n'est pas dans le sosie qui singe Elvis. On est dans l'acteur qui a vraiment étudié le propos, qui arrive à faire oublier un peu l'acteur derrière le personnage, Oui, oui. sans limiter. Donc il aurait pu, enfin peut-être mis à part une scène ou deux, mais sans limiter vraiment. On sent quand même qu'il est assez sobre dans sa gestuelle, on sent qu'il y a un peu de Kurt Russell quand même. Oui. Et je trouve que ça marche bien. Je l'ai réévalué récemment quand je savais que nous allions faire ce podcast ensemble. Et donc, je pense encore la même chose aujourd'hui. Donc, c'est très frais. Et donc, voilà, je trouve que c'est certainement le biopic d'Elvis, sur Elvis, pardon, qui est le plus respectueux au final. Jonathan Rhys Meyers a joué aussi Elvis Presley au cinéma, mais je trouve qu'on est Mm. on est vraiment dans l'imitation la plus totale et surtout, ce sont des morceaux de vie d'Elvis qui sont ajoutés les unes aux autres, donc on passe de 69 à 74 de très très vite. Et voilà, donc là on est vraiment dans le respect total. Donc pour moi, c'est, sans être un chef-d'œuvre, le plus réussi des biopics sur Elvis, bien entendu. J'espère que le biopic de Baz Luhrmann dépassera tout ça, parce que moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ces films. Alors, je vais te rejoindre, mais bon, dans le sens où, bah, moi personnellement, c'est le premier biopic que je vois d'Elvis. Donc là, je vais pas faire du coup de comparaison, mais ce qui est certain, c'est que oui, c'est un bon téléfilm, un vrai bon téléfilm. Après, évidemment, ça se sent que c'est pas un métrage qui était prévu pour le cinéma, parce que ça a été fait rapidement. En 30 jours, ils ont dû tourner sur 3 locations différentes la même journée, donc c'était assez pénible. Carpenter ne garde pas un souvenir extraordinaire du tournage en lui-même, si ce n'est la rencontre avec celui qui va devenir un ami, hein, Kurt Russell. Et moi, voilà, je te rejoins sur l'idée que Kurt Russell, il joue bien, on sent qu'il va pas essayer de le singer, parce que c'est Elvis en même temps, il est inimitable. Par contre, Ouais. sur scène, c'est assez bluffant. Le jeu de jambes et tout, là, il est métamorphosé. On voit qu'il y a eu un gros travail. Il a dû visionner pas mal de moments de concert, etc. C'est là où vraiment Kurt Russell donne tout son talent. Après, sur les scènes un peu plus intimistes, etc., c'est vrai que ça pourrait ne pas être Elvis Presley, c'est pas. Voilà. Mais Oui. moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce film-là, on sent que John Carpenter respecte totalement l'artiste, qu'il aime beaucoup, hein. Après, c'est pas lui qui a scénarisé, mais il a accepté ce projet parce qu'il était attaché à Elvis Presley. Et Oui. on a un bel hommage à voilà, un artiste quand même. Il faut quand même imaginer que ce film a été fait donc 10 ans après les faits, ce qui est assez rare, hein, parce que, enfin rare, pas vraiment, mais de nos jours ça peut paraître un peu bizarre, quoi. Il y a eu beaucoup plus d'années qui se sont écoulées entre le film aujourd'hui que entre les faits narrés dans le film et la sortie du Mhm. film. Donc Oui. ça c'est très bien. Après, le seul truc qu'on peut regretter dans le film, c'est que ouais, c'est une ode à Elvis Presley. C'est clairement ça. On voit pas trop la Oui. part sombre, si ce n'est quand même, là oui, sur le plan familial, son frère jumeau mort-né à sa naissance, Jesse Garon. C'est quand même une Oui. histoire assez forte, ça, parce que on voit un Elvis qui a vécu à moitié toute sa vie parce qu'il lui manquait quelque chose, et puis en fait, on voit l'énergie d'Elvis Presley qui se donnait à fond, fois deux, pour combler le manque de son frère, qui se donnait à fond aussi pour sa mère, même quand elle est plus là, voilà. On sent que c'est un gars Oui. qui, on va dire, presque possédé par l'esprit de son frère et de sa mère une fois qu'elle est plus là.
par l'Esprit de Dieu aussi, parce qu'il y a aussi ce lien avec la religion. On le voit dès le début, il apprend à chanter en mode presque gospel. Sa culture personnelle, qui est donc de sa famille, mais aussi de la musique noire américaine. Il y a tout ça. Alors, c'est pas hyper développé sur le côté. Voilà. Après, c'est plus sur le côté business où on apprend que il cherchait un blanc qui avait une voix de chanteur noir, parce qu'à l'époque, voilà, il fallait combler à la fois les attentes d'un public qui aimait certaines chansons, mais avec la ségrégation et tout, ça choquait moins qu'un blanc. Donc, c'était un petit peu la poule aux œufs d'or, Elvis, à ce niveau-là. Ouais, 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 c'est vrai. Mais voilà, après ça va très vite. C'est le genre de personnage qui mériterait 4 heures de film, quoi. Et encore, mais il n'est pas le seul dans ce genre-là. On a eu des biopics, récemment on a eu Bohemian Rhapsody, ça aurait mérité encore plus d'heures. Même Rocketman, à la rigueur, Rocketman, ça gérait bien le timing à ce niveau-là, je trouve. Donc, Oui, et quel rythme, ouais. voilà. Mais oui, après c'est un téléfilm. Sur le plan formel, en soi, Carpenter, on va pas retrouver son style, si ce n'est qu'il il cadre bien ses personnages, il les enferme bien dans leurs obsessions et dans ici une forme de terreur. La terreur, la présence de l'ombre du frère. Il y a ces dialogues où il parle avec son ombre, où il parle avec son reflet quand il est enfant. Donc là, Carpenter, il peut donner quand même sa dimension cinématographique sur cinq six scènes dans le film. Et après, il fait de la commande, quoi. Mais il le fait bien. Et si on est fan d'Elvis Presley, je pense qu'on va aimer le film. Si on veut découvrir la vie d'un homme qu'on connaît plus pour ses musiques, on en a, hein, des musiques, toutes les musiques cultes y passent, ou presque, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est très bien aussi. Ça fait le café. Mais en même temps, ça va pas dans l'excès parce qu'à l'époque, il y avait aussi, je pense, encore l'ombre d'Elvis qui planait, hein, sur l'Amérique et sur le monde. Il est- Et il y a oui, donc forcément ce respect-là qui était obligatoire. oui, en fait, oui, Elvis était décédé depuis 2 ans seulement quand le Voilà. film est sorti. Donc il faut quand même, voilà, c'est quand même très très. D'ailleurs, c'est assez fou de sortir un film aussi vite. Et il faut savoir que le film, d'ailleurs, a un succès absolu à la télé. Oui. Il avait battu en audience des trucs de fou, hein, le même soir. Donc Mhm. en même temps, Elvis, c'est un des héros de l'Amérique, c'est un des héros de la musique, hein. Il y a eu que Michael Jackson qui a pu l'égaler, je pense, hein, à ce niveau-là. Oui, tout à D'ailleurs, fait. on attend aussi un jour un biopic sur Michael Jackson, mais bon courage, qui est en préparation, hein. Oh là Oui, là là oui, là. j'ai beaucoup de respect pour l'équipe qui travaille sur le film, en tout Oui, cas. d'ailleurs, petite pensée pour Alex, la fuite en vidéo, qui, à mon avis, quand le biopic Michael Jackson va sortir, il va être à la fois sur le qui-vive et il va être très, très, Ah, très sévère aussi. oui, oui, je pense que les gens qui attendent ce film ne sont pas les fans. Voilà. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié en intro, mais dédicace aussi à l'ami Le Cuisto du ciné qui a fait une vidéo sur le roman d'Elvis. Et on attendait justement qu'il publie cette vidéo dans sa rétrospective Ouais, Carpenter pour en parler aussi. Donc en on écho. l'embrasse bien fort. Voilà, on l'embrasse et allez voir la vidéo de notre cher Cuisto avec un caméo d'Elvis en personne, alias Guillaume, évidemment. Vous l'aurez reconnu pour certains. Non, mais voilà, c'est pas le film de cinéma ultime, c'est pas le Carpenter ultime, mais il y a une honnêteté et il y a des idées. Après, voilà, c'est un peu. Il y a des anecdotes, genre, oui, en Allemagne, quand il y a les fans locaux, à un moment, il est tranquille dans un bar, on va le faire chanter quand même. L'impossibilité d'être tranquille, c'est Elvis, il va être face à tout cela, il va devoir faire. Et encore, on voit pas trop, mais il y a des moments où il en a ras-le-bol, tout simplement. Ouais. Et puis l'histoire d'amour avec Priscilla, alors ça, c'est un petit peu. Je vais pas dire que c'est mièvre, parce que ce serait méchant, mais il fallait que ça soit là, et à certains moments, ça prend un peu le dessus. Mais on voit quand même cette relation terrible, c'est qu'il est obligé de la laisser pour satisfaire ses fans. Il est pris entre l'amour des fans et l'amour de sa femme, et elle va le quitter, quoi. Donc, je trouve ça déchirant, hein. Il a une petite fille, et il va quand même choisir sa carrière, quoi. C'est, Ouais, ça, malheureusement, c'est le lot, oui, c'est le lot de toute réussite en artistique, comme dans les hautes sphères d'ailleurs. Malheureusement, Elvis en a fait les frais aussi. Mais voilà, enfin, pardon, je t'ai coupé, mais oui, non. oui, c'est. Je te laisse terminer et puis je prendrai la parole. Excuse-moi. Mais sinon, mais après, il y a des chansons. Donc, alors, il faut savoir que bon, Kurt Russell ne chante pas. C'est pas des morceaux pré-chantés par Elvis Presley non plus. Ils ont réenregistré, alors, pour la plupart, hein, avec un chanteur qui s'appelle Ronnie McDowell, qui a eu sa petite carrière d'ailleurs. Belle voix, hein, on voit que c'est quelqu'un qui connaissait bien l'univers Presley. Moi, je suis bien satisfait de la bande son, enfin, de l'utilisation des chansons. Complètement. Alors, je sais pas si la chronologie est respectée à 100%. Ça, c'est toujours un peu le questionnement qu'on peut avoir.
Mais on voit quand même que sa première chanson dédiée à sa mère, moi, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très touchantes. Elvis, il a fait ça pour sa maman à la base, Ouais. et pour son frère. Et c'est vrai que on le dit souvent, enfin, dans le subconscient, il y a genre le grand rocker mais qui aime sa maman et tout, bah ça vient de là, non? Ça vient d'Elvis Oui, et de oui, bien l'amour pour sûr. sa maman, quoi. Moi, ça me Ouais. touche beaucoup, ça, dans ce personnage-là, en tout cas. Mais oui, moi aussi. Et à l'époque, Elvis, de son vivant, a été énormément moqué par la mauvaise presse Ah, par ça. Et effectivement, c'est bien que tu fasses le pont avec le cliché du gros dur, enfin du rocker, mais du gros dur aussi, fan de sa maman. Et effectivement, ça a commencé avec Elvis. Et je sais que ça les a tous les deux profondément blessés. hmm. À l'époque, ouais, Elvis était hyper sensible et hyper soucieux surtout de ce que l'on pensait de lui. D'ailleurs, Carpenter a bien mis ça en avant aussi, je trouve. Oui, Euh, Par exemple, le monologue interne qu'il a, sa première scène dans le film, c'est tout à fait Elvis. Ça, je l'ai retrouvé dans pas mal de bouquins qui parlent de lui. C'est-à-dire qu'il se parlait souvent à lui-même, en fait, il parlait à son frère, hein. ouais, Par extension à lui-même et donc il avait toujours cette peur qu'on l'oublie, le service militaire, voilà, on en parle un peu, deux scènes dans le film, même dans la version longue, parce qu'on n'a pas parlé de la version longue, mais ouais. il y a des éléments qui manquent dans la version courte, qui sont dans la version longue, mais je trouve néanmoins la version courte plus intéressante. Il y a plein de scènes de remplissage dans la version longue, qui est pourtant la préférée de Carpenter, mais personnellement, je trouve que le rythme est fort plombé quand même. C'est mon avis, hein. Hmm. Ce n'est pas une vérité absolue, mais je trouve que tout est bien recentré en 1h55. Mais donc voilà, oui, Elvis était hyper soucieux de ce que l'on pense de lui. Ça se retrouve très fort dans la version de Carpenter. Et oui, c'est quand il a fait son service militaire, eh ben, il avait peur que quand il revienne, parce que ça a pris 2 ans de sa vie, Oui, en oui, 2 ans, il peut se passer plein de choses, et il s'est passé plein de choses, l'avènement des Beatles et tout ça. oui. Et Elvis a eu très peur des Beatles. Mais Quand on est venu lui dire qu'il y avait un groupe anglais, en plus il était également en Europe à ce moment-là, quand il a appris qu'un groupe anglais prenait d'assaut les États-Unis, tout ça, enfin le monde, il a eu très peur, quoi. Il a eu bah, très peur. Et il n'a pas voulu entrer en contact avec les Beatles jusqu'aux années 70. et d'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est ça, c'est la générosité d'Elvis et tout, donc pour ses fans, pour sa musique et tout. Après coup, oui. Voilà, mais alors aussi cette peur de tomber dans l'oubli. Une fois qu'il a été reconnu, il voulait plus quitter la scène, il voulait à tout prix continuer, et il avait peur, il avait cette peur de retomber presque à nulle part. C'est une obsession que beaucoup d'artistes ont et ont eu, clairement. Oui. C'est montré clairement ici. Et puis, il y a autre chose, il y a une autre forme. On sent la frustration d'Elvis, qui a envie de devenir un petit peu ce que James Dean n'a pas pu devenir. C'est-à-dire une star de cinéma déjà reconnue, James Dean, lui, il l'a été. Il a fait 3 films, Ouais. mais voilà. Mais il Ouais. voulait, Elvis, jouer dans des vrais films d'auteur. Ce qu'il n'a pas vraiment eu. Bon, il n'a pas eu la chance de tourner peut-être dans les meilleurs films qu'il aurait pu avoir. Et on voit sa frustration sur certains tournages aussi où on voit qu'il est obligé un petit peu de faire toujours la même chose. Et on sent qu'il rêve d'autre chose. Il rêve d'un grand cinéma. Ça, par exemple, je l'ignorais parce que je connais très mal la carrière filmique d'Elvis Presley. Et voilà, moi, je le voyais parce que utilisé en tant qu'acteur parce que bah, c'était bien pour le marketing, pour Oui, mais c'est ça. l'image, etc. Mais en fait, il avait vraiment envie de réussir là-dedans aussi. Ça se Ah sent. oui, 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 Et oui. il a eu cette frustration finalement jusqu'au bout parce qu'il a jamais pu vraiment jouer dans un film qui est resté dans l'histoire, je pense, au-delà de sa présence. Oui, Elvis Presley, en fait, toi tu parles de James Dean, c'est très intéressant parce que James Dean et lui ont la même source d'inspiration, c'est-à-dire Marlon Brando. Ouais, ouais. Et en fait, les premiers films d'Elvis que je trouve assez bons, mis à part son tout premier qui est très mièvre, après, voilà, mais il n'a pas le rôle principal, il a le second rôle, c'est le petit frère du héros, machin. Mais à partir de son premier le leading role,
eh ben, ce sont en fait des projets, donc ces films en noir et blanc, pour donner une indication très très picturale, ces films en noir et blanc sont en fait des films que Marlon Brando a refusé. Et c'était un argument pour Ouais, qu'Elvis accepte. ouais. C'était oui, mais figure-toi que Brando a refusé. Ah, du coup, ça m'intéresse. Un peu comme Eastwood qui a accepté l'inspecteur Harry parce que Paul Newman l'avait refusé. Du coup, ça devait être un bon film. Oui. Ah bah Paul Newman aurait été aussi très bon en Dirty Harry en soi, hein, mais Un, ça aurait été autre chose. un, un Dirty Harry démocrate, oui, pourquoi pas. Ah oui, alors, ouais, bah oui, du coup, ça aurait perdu quelque chose. Allez savoir. Ça aurait C'est été dans très un bon. univers parallèle, on a un Dirty Harry progressiste et tout. Oui, voilà, un genre de Jeremiah Johnson, Ah mais, oui. mais rural. Bah oui, non mais c'est Et vrai. donc, mais oui, mais donc oui, bah voilà, c'est ça. Donc Brando a refusé, c'est que ça doit être quand même, si pas bien, au moins bah, à sa portée, quoi. Non mais c'est Et mais c'est dingue parce que ces films-là en question, j'aurais trop bien imaginé Brando à sa place. Donc il avait vraiment le style. Euh, enfin, on sent qu'il a travaillé beaucoup ses influences et on sent que dans ses premiers films, je te les conseille d'ailleurs si tu ne les as pas vus, c'est Bagarre au King Creole, Le Rock du Bagne, Jailhouse Rock et King Creole ouais. en VO. Et ce sont vraiment des films qui peuvent très bien rivaliser avec, à l'époque, excuse-moi, moi je suis un foot VF, mais à l'époque, Brando, il faisait l'équipé sauvage, il a fait sur les quais. Hmm. Et il n'y avait pas de quoi rougir. Alors, je ne parle pas de l'interprétation d'Elvis parce qu'il était un acteur assez moyen, mais s'il était bien utilisé, quand même, ça pouvait le faire. Et du coup, ça n'a pas à rougir. Bon, sur les quais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre ultime. Mais L'équipé sauvage, qui est un bon film sans être un chef-d'œuvre, ben, pouvait très très bien être comparé à Jailhouse Rock, vraiment, pour moi. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, oui, oui, il y avait un plan de carrière. Et puis, c'est le colonel. On n'a pas beaucoup parlé non plus du colonel. Tom Parker, je ne sais pas si j'ai pris Ouais. un peu trop tôt dans le podcast. Oh non, Tu on as peut y vu? aller, hein, parce qu'on le voit et on le voit pas énormément quand même finalement. Ah, mais Enfin, non. bah, on va Mais le voir ça, beaucoup par plus. contre, On va le voir beaucoup plus dans Elvis de Bazerman puisqu'il va être joué par Tom Hanks, hein, voilà. déjà. Et ça, c'est la tangente qui me plaît beaucoup. La tangente que prend Baz Luhrmann me plaît beaucoup à ce niveau-là. Parce Ouais. que moi-même, qui est dans mon inconscient, j'allais dire mon inconscient collectif, dans mon propre inconscient, qui est une image très très forte du colonel Parker, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, après tout ce que j'ai lu, ce que j'ai pris comme documentation, etc., etc., je n'ai toujours pas de positionnement bien défini par rapport au colonel. C'est-à-dire que j'arrive à trouver des points qui le défendent, j'arrive à trouver des points qui m'opposent à lui. Et encore, ça m'arrive aujourd'hui, je sais que quand je vais voir les films, je vais me poser la question, parce que le colonel, en fait, peut donner l'image d'un homme d'affaires hyper brut, Ouais. qui voulait surtout protéger ses intérêts, puisqu'il était en défaut par rapport au fisc. Il ne pouvait pas aller en Europe, il ne pouvait pas quitter les États-Unis, sinon il risquait de ne plus pouvoir y entrer. Donc du coup, il a obligé Elvis à rester aux États-Unis, mis à part pour faire son service militaire, mais il a obligé Elvis euh, à, à garder sa carrière américaine, alors qu'Elvis rêvait de faire le tour du monde en concert et tout ça. Et donc du coup, il a aussi obligé Elvis à chanter dans ses films. Et Elvis, il a un jour pété un plomb, vraiment, ça se voit dans le biopic avec Jonathan Rhys Meyers d'ailleurs, où où il force le bureau du colonel, il dit voilà, j'en ai marre de chanter, je n'en peux plus, je ne veux pas, je veux être un acteur. Et alors il lui montre les chiffres. Il fait voilà ce que tu as fait sur tel film où tu chantes moins, sur Charo, qui est un western. On avait fait une faveur à Elvis, on avait dit voilà, tes trois derniers films ont cartonné, voilà, on va te faire plaisir, on te propose voilà un film sérieux. Il s'avère que Charo s'est planté. Ouais. Et du coup, le colonel, il lui montre les chiffres, il lui dit voilà, alors, tu fais autant en chantant, tu fais autant en ne chantant pas. Alors là, le calcul est vite fait. Tu retournes maintenant au cinéma, tu vas chanter tes putains de chansons, tu y vas. Ouais, Et donc voilà, et il y allait comme un petit soldat en fait. ouais. Et voilà, donc ça c'est l'homme d'affaires très dur. Ensuite, il y a aussi une personne qui, et ça s'est révélé après sa mort, Elvis, on a vu qu'il était finalement très attaché à Elvis. Je ne dis pas
quand il a appris la mort d'Elvis, avant même l'enterrement, il a été trouver la maison de disques qui gérait les affaires d'Elvis pour faire presser plus de disques. Parce Ouais. qu'il voilà, il s'attendait à ce que ça cartonne. Quoi. Tu sais, la mort d'un artiste génère... On l'a vu avec David Bowie, on l'a vu avec Michael Jackson. Voilà, les gens achètent par nostalgie, par choc, ils achètent. Et du coup, donc lui, il s'est empressé d'aller trouver la maison de disques, d'augmenter les tirages, les presses. Donc voilà, ça c'est le côté encore homme d'affaires, mais on a vu par après quand même qu'il aimait vraiment. Ouais, puis Du coup, voilà. dans le film, on le voit à peine, enfin, on le voit surtout quand il rachète, entre guillemets, Elvis à Sam Phillips, son premier, dire, producteur, si on veut. Oui. Mais bon, il est présenté de façon assez neutre, finalement, dans le film. Ce n'est que, voilà, on le pousse un petit peu, on voit qu'il pousse un peu Elvis à tourner, quand même. À certains Alors moments. oui, et dans le biopic Elvis Enemy, on n'en parle même pas. Ah ouais, d'accord. Donc il est évoqué, mais aucun acteur ne joue son rôle. Mais là, c'était vraiment l'Elvis intime, donc il cite Oui. beaucoup de... Il cite Sam Phillips, il cite Al Wallis, il cite Anne Margaret, mais on ne voit jamais ces gens-là. Donc c'est vraiment Elvis et Priscilla. Et d'ailleurs, Donc en contrepartie, dans cette version de John Carpenter, on voit pas Elvis avoir d'autres conquêtes particulièrement, hein. C'est lui la non, je musique, pense, c'est la musique et Priscilla et voilà, et puis mais je un peu pense de cinéma. vraiment qu'il y a une clause Oui, ou quelque chose comme ça. oui, bah oui, parce que tu l'as dit, Il veut Priscilla était toujours sauvegarder l'image. très derrière sur les prods, hein, Ouais, visiblement. ouais. Et Et avec Baz Luhrmann, c'est toujours le cas. Hein. Donc ouais, on verra. mais bon, Mais le cinéma a changé aussi, les ayants droit n'ont plus les mêmes droits qu'avant non plus, donc à voir. Et puis maintenant, Lisa Marie est adulte, hein, je oui, pense même qu'elle est grand-mère. Du la fille, coup, oui, elle doit être ouais, au minimum maman, ça c'est sûr, hein. oui, ah oui, oui, bien Ah sûr, bah oui, ça c'est oui, certain. peut-être qu'elle est Elle a été grand-mère, oui, c'est mariée à vrai. Ouais. Michael Jackson et tout, oui, oui, oui. Ah ouais. Mais je pense qu'elle est plus cool en affaires que la maman. Hmm. Priscilla Presley est réputée pour être un vrai monstre. D'ailleurs, les fans d'Elvis sont très choqués parce qu'ils étaient divorcés quand il est décédé. Du coup, les fans se sont posé la question, mais juridiquement parlant, elle avait encore son mot à dire. Elle fait encore partie des ayants droit. Elvis était encore fou amoureux d'elle quand il est mort, donc il ne s'est jamais vraiment remis de sa séparation avec Priscilla. On le voit très bien dans Elvis Enemy, où il n'était plus le même homme. Et le biopic a tendance, ça un peu je le regrette, à faire le lien entre sa fin fin FIN, hein, j'entends, entre sa fin et sa séparation avec Priscilla, voilà, que ça Oui. serait une dépression qu'il a... Voilà, ça me dérange, parce que je ne suis pas plus documenté que ça, dans les livres on n'en parle pas tellement, on donne son avis, mais on n'en parle pas vraiment, donc voilà, il y a des experts d'Elvis qui en savent certainement plus que moi là-dessus. Mais donc voilà, comme Lisa Marie Presley est plus cool, et j'ai entendu dire que Lisa Marie Presley avait un très bon contact avec Baz Luhrmann. Donc du coup, à voir. J'espère qu'on verra ça, non pas pour le côté racoleur, mais vraiment pour, pour aller plus loin dans le respect de l'image, parce que on peut montrer, moi je l'ai ressenti très fort avec le clos, on peut montrer très fort les défauts de quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est aussi voir ses défauts. Ah bien sûr. Et c'est aimer quelqu'un malgré ses défauts. Et j'aimerais bien, moi, qu'Elvis soit traité comme ça. On le fait bien avec les autres. Pourquoi on ne le fait pas avec lui? Voilà, pas pour le côté racoleur, vraiment pour le côté Elvis, c'est aussi ça. C'est du respect. Je crois que mentir sur son image est un manque de respect plus flagrant que de Hmm. montrer les zones d'ombre. Parce que je ne pense pas qu'Elvis ait été quelqu'un de profondément mauvais. Non, Je non. ne pense pas. Non, Et du coup, voilà, il a eu cette souffrance de naissance, on va dire, puis après, après la mort de sa mère, et puis cette obsession de carrière, mais comme beaucoup d'artistes, de toute façon. oui, oui, bien sûr. Et il n'aurait pas dit non à abandonner la chanson pour continuer dans le cinéma. Hein. Ah oui, D'ailleurs, il a failli, hein, petite anecdote, mais il a failli tourner avec Barbara Streisand dans Star is Born. Donc c'est Chris Christopherson qui a pris la place parce qu'en fait Elvis était déjà mal en point au moment. Barbara Streisand, ça a été jusqu'à la signature du contrat. Et le producteur avait dit à Barbara Streisand, écoute, vas-y toi-même parce qu'il signera plus vite.
Et puis, en fait, elle l'a vu dans sa loge, il était tellement mal qu'elle n'a pas osé tendre le contrat et elle est partie. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui est repris dans la biographie de Barbara Streisand. Qu'est-ce que ça aurait donné? Je ne sais pas si l'image d'Elvis, enfin, je ne sais pas si tu as vu le film Star is Born Ah, avec Barbara Streisand. j'ai vu que la version Voilà. récente avec Lady Gaga et Voilà. Bradley Cooper. C'est quand même très rock and roll. Bah, c'est pas très loin de la version de Bradley Cooper et Lady Gaga. Mm. C'est très rock and roll. Donc du coup, est-ce qu'Elvis aurait eu l'audace de jouer le rocker déchu, un peu grunge, un peu crade? Ou est-ce qu'on aurait changé le scénario autour d'Elvis? Mais alors, ça aurait donné quoi? Voilà. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'aurait pas dit non à délaisser la chanson vers la fin pour faire carrière, pour terminer une carrière dans le cinéma. Il était jeune quand il est décédé, Elvis, hein, il n'était pas si vieux. Hein. Ouais. Il avait la quarantaine. Hein. Et après, justement, parce qu'on arrive à la finalité du film, qui est le début. En fait, le film, pour vous le dire, est inspoilable en soi, parce que, bon, si vous suivez un petit peu l'histoire d'Elvis, il n'y a pas de surprise. Et donc, cette finalité, c'est le retour à Vegas, où un public qui n'a jamais su vraiment conquérir, parce que c'est réputé comme étant le public le plus difficile du monde. Et on a l'impression ici qu'il est face à son ultime défi. Le film nous le présente ici face, voilà, comme s'il allait prendre sa retraite derrière, comme s'il allait mourir derrière. En soi, je sais pas s'il donnera énormément de concerts après. Est-ce qu'il va repartir sur une tournée derrière? Je ne sais pas, j'avoue. Mais du coup, on a cette finalité-là qui est assez touchante et marquante dans l'histoire de sa vie. C'est-à-dire, voilà, maintenant il fait face à lui-même ou face à son frère, face à son ombre, face à ses démons du passé qu'on a plus ou moins abordé dans le film. Et Ouais. on voit à la fin, donc, on voit quelques chansons. Et d'ailleurs, le film ne répond pas directement, même si c'est sous-entendu, si ça fonctionne ou pas, s'il arrive à conquérir le public ou pas. Tu l'entends, t'entends les réactions quand même. Mais je trouve ça, d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne fin, sans forcément tomber derrière dans la chute et tout, même si il pourrait être intéressant de voir les dernières années d'Elvis, mais ça n'a pas dû être très joyeux, j'imagine. Non. Voilà. Mais je trouve que finalement, le film s'assume, même si c'est un peu édulcoré, ça s'assume. Tu penses quoi d'ailleurs de cette finalité-là, qui est présentée dès le début, parce que le début, c'est la fin, quoi, hein, si on veut. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, ben moi je trouve cette fin, elle coupe un peu net, Oui, mais oui, en oui. même temps, ça lui rend bien hommage. En plus sur une musique, moi qui est une de mes préférées d'Elvis, un American Trilogy. Mm. Je me permets de faire un petit tacle affectueux à notre ami Christo du ciné, parce qu'il a fait, il a dit deux choses dans sa vidéo qui m'ont fait lever les poils. C'est oui, le film se termine sur une parade militaire. Non, c'est un American Trilogy. Bon, c'est une des plus belles chansons d'Elvis. Hein, Ça a été peut-être repris et dans des défilés, j'en sais rien. c'est- oui, c'est vrai. Non, mais pour, je me rallie quand même du côté du Christo parce qu'il, c'est vrai que c'est un côté un peu 4 juillet, ces Oui, chansons. oui. Exactement. Et donc, du coup, ça peut, oui, ça peut faire penser à une parade militaire. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très nationaliste. Ouais. Glory, glory, alléluia, il dit dans la chanson Bah oui, oui. Glory, glory. Et donc, c'est vraiment c'est très patriotique comme chanson. Puis ça Et du renvoie à la coup, religion, ça renvoie à ses racines aussi, hein, de toute façon, hein. ah ben oui, et Voilà. puis tu parlais de gospel tout à l'heure, mais c'est Oui, sa musique de référence. Hein, c'est-à-dire que quand sa maman lui l'autorisait à aller jouer dehors avec les copains, ben non, en fait, Elvis, il allait pas voir les copains, il allait aller à l'église baptiste du coin où il allait fréquenter les Negro Spirituals et il y allait, quoi. Il adorait ça, c'était le seul petit blanc dans le coin et il était, voilà, donc quand on cherche un blanc qui chante comme un black, c'est pas un, enfin, oui, un afro-américain, je ne sais plus ce qu'on peut dire aujourd'hui. ah, Mais voilà, je vais dire un black, mais c'est vraiment pas un manque de respect. Donc en fait, là en plus, ils ont trouvé quelqu'un qui chante comme eux, mais qui n'a pas l'impression d'eux. Il chante. ouais, ouais, Et il chante, il a l'oreille formée, il ne singe pas la musique black américaine, il ne connaît que ça. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup étudié dans mes études de cinéma, enfin de théâtre surtout, j'ai beaucoup étudié parce que je l'adore, Jean-Paul Belmondo. Ben, je peux te dire qu'à un moment donné, je l'ai tellement observé que j'avais moi-même tendance à faire un peu de parler, voilà, de jouer un peu comme ça, tu vois. Et j'avais aussi cette tendance-là, mais voilà, c'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut dégraisser, mais
Elvis, voilà, il n'y avait aucune raison de dégraisser, c'était hyper vendeur, c'était ce que le public voulait. Voilà. Donc moi je trouve que la fin, elle coupe net, et dans la version longue c'est la même fin, elle coupe net, mais c'est un respect, je trouve que ça donne une aura au King, et une très belle image, un très beau fondu enchaîné, magnifique. Oui, oui, oui. Ouais, donc oui, oui, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que c'est vraiment le biopic qui respecte le plus, et en plus, excuse-moi pour le doubler, mais John Carpenter, ça a été la rencontre avec ce qui deviendra plus tard presque, enfin je dis presque parce que je ne suis pas sûr de l'exactitude, mais en tout cas un des meilleurs amis. Je sais que John Carpenter est un proche du couple Goldie Hawn-Kurt Russell. Mm. Je sais que Carpenter venait souvent faire des visites sur les tournages de Kurt Russell. Autres. Je sais que moi j'ai retrouvé sur internet une photo de Carpenter avec Stallone et Kurt Russell, voilà, parce qu'il était venu dire un petit bonjour sur Tango et Cash. Ben voilà, moi c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce que moi j'adore les longs métrages Disney, pas les Oui, dessins animés, vraiment les longs oui. métrages. J'adore l'époque avec Dean Jones. J'adore Dean Jones pour ça. Ah, un amour de coccinelle, voilà, par exemple. Oui, voilà, Love Bug, un Voilà. candidat au poil, Cat Bassett pour un Danois. Et puis, Kurt Russell a été une égérie de Walt Disney aussi, mais il a fait Oui. des films que moi j'ai adorés. L'homme le plus fort du monde, mais c'est cheap à mort, mais c'est génial. Donc moi, Kurt Russell, je l'adore depuis l'enfance, hein, parce que j'adorais L'ordinateur en folie, La canne aux œufs d'or. Ah non, ça c'est Dean Jones, pardon. Mais il a fait un film avec Dean Jones, je ne me souviens plus sur le titre. Euh, Avec un cheval, le cheval au sabot d'or, voilà. Et voilà. Donc ensuite, je l'ai vu évoluer. Quand je suis devenu ado, j'ai découvert The Thing et New York 1997. Ouais. Du coup, après, voilà, l'ami en question m'a dit, écoute, si tu as adoré Carpenter, tu vas adorer, et que tu aimes bien Elvis, voilà, moi je vais te prêter la VHS du roman d'Elvis, machin. Moi, Kurt Russell a toujours fait partie de, de ma construction cinématographique. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un second rôle super cool. Même quand il a deux scènes dans un gros film, c'est deux scènes super cool. Moi, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, moi j'ai regardé parce qu'il jouait dedans. Alors que je déteste les Marvel. Et Et- voilà, voilà. Donc moi je trouve qu'il a très bien rendu hommage à Elvis par son travail. oui. Il est proche du personnage sans jamais l'avoir imité. Comme toi, je suis un peu plus mitigé sur les scènes parlées, mais j'arrive à oublier encore par moment. Euh, la version de Carpenter est la seule qui a osé aborder aussi sa. Il a eu, je ne vais pas dire une passion pour les armes, mais il a eu une peur, une paranoïa qu'on s'attaque à sa personne à un moment donné, à Mm. l'époque où Richard Nixon est devenu président. Et il tirait un peu partout dans la maison parce qu'il entendait des bruits et tout. Et voilà, Carpenter l'a évoqué, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais au moins Carpenter a osé le faire parce qu'aucun autre biopic ne l'a fait. Baz Luhrmann l'aura-t-il fait? On le saura le 22 juin. Et donc, voilà, Eh ben, j'attends avec grande impatience. et d'ailleurs, avant de conclure, justement, petite anecdote, mais c'est peu connu finalement, mais bon, c'est facilement trouvable. Kurt Russell, qui n'a pas essayé d'imiter Elvis Presley, notamment au niveau de la voix dans le film, le fera quelques années Oui, après dans Forrest Gump. Celui qui fait la voix quand il y a Elvis qui apparaît dans la chambre du petit Forrest. C'est lui qui fait oui, la voix. Donc c'est presque un clin d'œil, quoi. oui. Mais Destination Graceland est un clin d'œil aussi, hein, Aussi, oui. clairement. Voilà, bon, après le film n'est pas terrible, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Non, je l'ai pas vu celui-là euh, non plus. C'est vrai que ah oui, ouais, voilà, faudrait que je l'essaye. Voilà. oui, voilà, c'est ça. Bah écoute, un trio un petit peu improbable, Kevin Costner, Kurt Russell et Courtney Cox. Oui, oui. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien les castings un peu atypiques. Ah, mais Quoique moi j'adore. Kurt Russell et Kevin Costner ensemble, c'est pas si atypique que ça quand on imagine finalement, hein. Non, Voilà. non, non, clairement, c'est les double quais, hein, mais Et puis Courtney Cox, elle a joué dans beaucoup de films différents aussi, hein, finalement, hein. oui, Voilà. Mais du coup, bah, pour oui, et puis conclure, bah, alors franchement, c'est pas le meilleur Carpenter. Bien sûr que non. loin de là. Mais
il y a quelque chose dans ce film, peut-être un peu lisse, oui, mais bon, quand on sait que les gens qui ont voulu un petit peu contrôler, puis rappelons-le, on l'a dit, 2 ans après la mort du King, on n'allait pas faire n'importe quoi non plus. Franchement, c'était en plus prévu pour une grande chaîne de télé, donc voilà. Mais alors, Oui, l'hommage est là, mais lui aussi la part sombre. J'insiste là-dessus, mais je trouve ça très touchant de le voir avec son jumeau, son ombre et tout. Moi, ça me touche beaucoup ce genre de choses, même si c'est assez facile. Mais dans la mise en scène, ça ne l'est pas. Le jeu des ombres, voilà, l'ombre projetée d'Elvis qui est en fait son frère, ou le reflet. Carpenter, ouais. on l'a dit, voilà, il fait la commande, mais sur certaines scènes, notamment la fin, tu l'as dit, ils font du enchaîner et tout, et sur ces scènes de discussion-là, eh ben Carpenter, il sort son expérience cinématographique qui n'était pas énormissime à l'époque. Hein. Il était Non, non, non. encore, pas, oui, enfin, il était dans les 10 premières années de sa carrière. Il était entre Halloween et The Fog, Oui, oui. d'ailleurs. Mais voilà, donc il fait le travail, il Deux rend, chefs-d'œuvre. voilà, et Kurt Russell aussi. Vraiment, je le trouve, moi sur scène, je le trouve très bien. Hein. Franchement, Oui, on oui, voit oui, qu'il oui, est, oui, oui, oui. ça aurait pu aller plus loin évidemment, mais imaginons Oh, qu'il a peut-être pas eu autant de temps pour travailler son rôle que ça aurait été pour un film. Voilà, tout est allé très vite, tout est allé très vite, et c'est déjà mais bien, oui, c'est déjà très bien quoi, que ça existe, qu'il y ait eu mais ça. oui, puis il y a une espèce de flou artistique. J'ai l'interview de John Carpenter qui le dit. Bon, après, voilà, je sais qu'il est devenu amer avec le temps, Ouais, mais là, c'était une interview d'époque. Donc Halloween venait de sortir de mémoire. Euh, oui, c'était oui, juste, en fait, c'est ça. ouais. Et donc, Carpenter dit, voilà, moi, ils m'ont contacté parce qu'ils ont appris, donc quand je dis ils, je parle des producteurs, ils sont venus me trouver parce qu'il fallait une commande pour Noël. Voilà, en 78, ils avaient mis les chants de Noël d'Elvis. Maintenant, en 79, voilà, il faut un truc différent. Et donc moi, j'ai été contacté parce que je composais la musique de mes films. Ils m'ont contacté pour ça. Mais en aucun cas, ils ne lui ont demandé de composer de la musique. Oui, c'est ça qui est Donc, étonnant. alors déjà ça, c'est que c'est complètement dingue. Et en plus, il m'avait promis que j'aurais pu avoir le director's cut, que j'ai eu sur la version longue, mais je ne l'ai pas eu sur la version courte. Et en fait, ils en ont fait une version courte et ils ont jeté la version longue. Il fait donc, il était très très amer par rapport à ça, mais en même temps, il disait lui-même, il s'ennuyait terriblement sur les tournages. Kurt Russell, par moment aussi. Et donc, il y avait des fois où Kurt Russell et Carpenter ne répétaient même pas et ils y allaient. Et Bah, voilà. ils étaient obligés d'aller vite, C'était quoi. une Voilà. commande. Il s'était ruiné hein, avec un choix de vie qu'il avait fait, un train de vie, qui à l'époque, voilà, il avait un peu chopé le melon et il s'était cassé la figure. Et donc il a accepté de faire ce film parce que ça payait bien, la télé paye bien, en tout cas à l'époque. Et voilà, il s'est dit, ouais, je ferai autre chose. Et effectivement, je crois qu'il avait fait Assaut avant aussi, non? Ouais, oui, il avait fait J'ai pas sa Assaut, film dans l'ordre ici. Il a fait Dark Star. Oh Mais oui, déjà, oui, donc Mais en voilà. fait, voilà, ça méritera. De toute façon, beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais un jour, un débat là-dessus, c'est Carpenter et les studios, que ce soit télé ou Hollywood et cinéma, c'est pas forcément une histoire d'amour. Hein. Non, Voilà, non, non, ça c'est non. clair. D'ailleurs, il refera probablement plus jamais de film. Bon, déjà, son dernier film à date de Ward, c'est pas vraiment son film hein, non plus. Enfin, bon, on Bah, gardera de toute Vampire façon, avec James voilà. Woods non plus, hein. Voilà, oui, ouais, oui, après, il y a des choses, mais. Carpenter, je pense qu'on le reverra plus jamais faire un film d'auteur de lui, enfin, à moins que. On sait Non. jamais, on peut avoir des surprises, on en a eu des plus folles de surprises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce roman d'Elvis, on vous invite à le voir. Oui, oui, Voilà. oui. Et, bon, si possible avant le Baz Luhrmann, mais ou pas, peu importe. Et puis, ben, on verra bien ce que notre cher Monsieur Luhrmann va nous faire, avec excès ou non, sur son film prévu le 22 juin prochain. Ça, on attend avec impatience, avec crainte, on verra bien. En tout cas, Oui, c'était oui. vraiment un plaisir, cher ami, de t'avoir sur cette discussion. Limite trop courte, Merci. mais Oui. voilà, de toute façon, on pourrait parler pendant des heures, que ce soit de ce film, ou de Kurt Russell, ou de John Carpenter, ou d'Elvis. Ouais. Imagine un Ouais. live avec la fuite en vidéo, le cuistot et tout, là t'en as pour 3 ans. Hein. Ah oui, 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 ah, ben là, je ne sais même pas en placer une, là. Ah non, mais c'est ça. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on se retrouvera de toute façon, mon cher Oui. Cédric. Eh ben écoute, Dieu t'entende. Oh oui, et puis, sans révéler les choses, déjà sur la chaîne d'un collègue dans quelques semaines, voilà.
Oui, Et puis, ouais, bien ouais. sûr, sur la mienne aussi, probablement pour un Eastwood, sur la tienne un jour aussi, à travers un live Oui, ou autre. De toute façon, tout ça, oui. ce n'est que le début, mais l'aventure a déjà commencé, c'est même pas le début de l'aventure. Ah oui, oui, Voilà, c'est oui, ça. oui, oui. Et c'est une bien belle aventure et je suis vraiment ravi parce que tu me permets de parler d'un mythe qui m'a toujours intéressé, de parler d'un réal que j'adore et de parler d'un acteur que j'adore. Ah bah c'est génial. Vraiment, tu me gâtes. Bah, d'ailleurs, un jour, tu Merci feras beaucoup. peut-être un live Kurt Russell, peut-être. Pourquoi pas? Ah, écoute, oui, oui, oui. Surtout que maintenant, je change ma façon de faire mes lives, c'est-à-dire que Oui. je suis beaucoup plus proche de moi-même. En fait, Dirty Tommy a dit une chose très juste un jour. Il a dit, quand on crée sa chaîne, qu'on le veuille ou non, on met 1 an à se chercher. Oui, oui. Donc, et moi, c'est exactement mon cas. Là, je vais arriver à la première année de ma chaîne et j'ai enfin trouvé un concept qui est plus proche de moi. Et donc, en fait, c'est tiré d'une anecdote de mon professeur de cinéma qui m'a dit, on peut ne pas être d'accord avec. Hein. Moi, j'ai longtemps pas été d'accord et c'est en vieillissant que je réalise que qu'on soit d'accord ou non, en fait, c'est intéressant de s'y pencher. Moi, il avait une théorie. Il disait une carrière complète pour moi. Il disait que ce soit réalisateur ou acteur, c'est trois bons films, c'est 3 mauvais films, et peut-être, si on a de la chance, un chef-d'œuvre et un vrai navet. Ah parce qu'il oui. partait, parce qu'il partait du principe qu'on avait autant à apprendre d'un bon film que d'un mauvais. Et j'étais pas d'accord avec lui, mais maintenant, là, je vais approcher mes 40 ans et je regarde le cinéma d'un autre œil. Je suis papa aussi, et c'est vrai que je regarde le cinéma, je consomme le cinéma différemment, déjà quand j'ai le temps. Et donc, ça me permet de me recentrer beaucoup plus sur ma façon de regarder le cinéma. Et du coup, je me dis, en fait, peu importe qu'il ait raison ou tort, ce qui compte pour moi, c'est le chemin. Et donc, du coup, je m'amuse. Pour chaque comédien, pour chaque réal, c'est mon délire du moment, chaque producteur même, j'ai même été plus loin. Je regarde la filmographie, j'étudie les parcours et je sors un top 3, je sors un flop 3. S'il a de la chance, j'en sors un chef-d'œuvre et j'en sors un navet s'il en a fait. Et bah, du coup, avec Kurt Russell, ben, je viens de terminer ce fameux top il y a 2 Excellent. jours. Et donc, je vais certainement en faire un live, oui. Et d'ailleurs, tu es le bienvenu si tu souhaites un jour en discuter avec moi. Bah Si ça écoute. t'intéresse de classer, parce que moi, j'adore faire ça. Donc, voilà, il faut aussi que l'exercice te plaise, bien sûr. Mais je pense que c'est très faisable sur Carpenter aussi, ce que tu dis. Je pense. Ah, Mais. Oh. bah, écoute, sur Carpenter, certainement que j'étais influencé par notre podcast, mais j'ai commencé ce matin, Ah bah effectivement. voilà. Et là, je vais pas spoiler, mais je peux déjà te dire que The Thing est son chef-d'œuvre. Ah. Ah. Bon, allez, on va finir là-dessus. Mon chef-d'œuvre, pour moi, le jeune Carpenter, c'est L'antre de la folie. Ah! Ah! Ah. Les films, mais c'est génial. Est-ce que c'est une constante chez toi? Parce qu'il paraît que L'antre de la folie, c'est le film qui a enterré, on va dire, Ah. partiellement Carpenter. Est-ce que, est-ce que tu as un intérêt particulier pour les films qui enterrent? Il me Paf, semble que c'est... peut-être pas, mais c'est surtout, pour moi, c'est l'aboutissement de son style et aussi la meilleure, on va dire, adaptation indirecte hein, enfin, de l'œuvre globale horrifique de Lovecraft au cinéma. Donc, Et, voilà. et pour moi, pour ma part, parce que je suis également comédien, je vais arracher les Sam cheveux de Neill. certains peut-être, mais moi, Sam Neill, c'est une de Oui, ses meilleures mais interprétations. bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il est même meilleur intrinsèquement là dans ce film que dans Jurassic Park, qui est mon film préféré à vie. Tu vois, c'est. Oui, mais Voilà. bien sûr. Donc. Mais dans Jurassic Park, on lui demande pas de jouer. Enfin, enfin, Ah, il joue quand même, certes. il a ce côté-là, mais bon, ça c'est. Il faudra faire un live Sam Neill aussi, tiens. Allez, Ah ben écoute, oh mon Dieu, avec grand grand plaisir, avec grand grand plaisir. Bon Dieu, parce que s'il y a bien un acteur très sous-coté, c'est bien lui. Donc alors, et mal employé d'ailleurs, par Hollywood, je préfère. il faudra inviter Mathieu Blum. Je sais pas si tu connais, mais J'adore Mathieu voilà, Blum. bah, Et il a j'ai quand même fait découvert. un documentaire dessus. Hein. Donc, Ah bah écoute, tu voilà. m'apprends quelque chose, je vais m'empresser de regarder Mais parce je que crois j'ai que je vu sais son pas s'il est documentaire sur disponible Titanic. son documentaire, mais je Ah sais oui, d'accord, il a pardon. travaillé dessus, il a carrément fait un film, je sais même plus que bref, bref. En tout cas, voilà, s'il nous écoute, il pourra nous confirmer ou corriger cela. Bah voilà, en tout cas, mon cher Cédric,
Il n'y a plus qu'à attendre Elvis maintenant. Enfin, Elvis. En attendant Elvis, Elvis has left C'est the vrai. building, comme disait l'expression. Mais le prochain, donc, de Baz Luhrmann. Et puis d'autres aventures à venir sur ta chaîne, sur la mienne, sur la chaîne des autres. Allez voir la chaîne. Donc, Eh ben, ben, je c'est mettrai le génial. lien, évidemment, en dessous, là, en description, en commentaire, partout. La chaîne de La Passion du comédien présente. C'est le nom de ta chaîne. Et Oui, les aventures sont là. La passion ciné est là. Et les oui. discussions sont là et ça fait du bien. Voilà. Ah mon Dieu, t'as pas idée. T'as pas idée. Merci de cette opportunité, Juju, et c'était un vrai plaisir, dans le respect, dans l'écoute, nickel. Vraiment, merci infiniment. Mais je n'en doutais absolument pas. Voilà, en t'invitant, je Non, savais moi que non ça. plus. Voilà. Eh bien, il Ah, reste moi plus non qu'à plus. faire le mot de la fin. Parce que toute bonne chose a une fin, mais la fin n'est qu'un D'accord. nouveau commencement, comme le disait le dicton. Donc on vous dit à la prochaine. À la prochaine, les amis. Merci pour votre écoute. Ciao. Ciao.